Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Récemment, Télérama a présenté une liste de 25 livres qui, selon les participants, déterminent les 25 livres qui ont le plus marqué le premier quart du 21e siècle. Sur Instagram, Emmanuel du compte 1, 2, 3 Hirondelle a proposé que l'on donne nous-mêmes nos livres qui nous ont le plus marqué en ce premier quart du siècle. Et j'ai joué le jeu, sauf que nous nous limitions à 5 livres et je voulais aller un peu plus loin et me suis dit que j'allais vous présenter ma liste des 25 livres qui m'ont le plus marqué jusqu'ici dans cette vidéo. Je vais tâcher d'être assez rapide pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. J'espère que ça vous intéressera. C'est parti. Je vais présenter les livres par ordre chronologique des années de parution et il me semblait évident de commencer non pas par un roman mais par une série de romans incontournables Harry Potter dont le tome numéro 4 est sorti en 2000 et les autres 5, 6, 7 ont suivi après. Quoi qu'on puisse reprocher à J.K. Rowling, probablement à juste titre d'ailleurs, Harry Potter a vraiment complètement marqué mon adolescence et je sais évidemment que je ne suis pas la seule. Donc je trouvais important de faire apparaître cette série dans ce palmarès des livres les plus marquants du premier quart du XXIe siècle. En 2002 est paru un roman de la célèbre écrivaine, maintenant nobelisée d'ailleurs, Annie Ernaux. Et c'est un roman que j'ai trouvé particulièrement fort et brillant. C'est Se perdre, la suite de Passion simple, qui a rencontré un énorme succès aussi, peut-être même plus que Se perdre. En gros, c'est la suite de la passion quand vient la souffrance de l'après, de la solitude. Comme d'habitude, Annie Ernaux a un regard vif et juste. Mais là, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, dans Se perdre, elle reprend son journal intime de l'époque, puisque c'est à chaque fois, elle écrit sur des événements qui lui sont réellement arrivés, sur sa vie. Et donc, la souffrance qui est dépeinte est d'autant plus bouleversante puisqu'elle est réelle. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui est même devenu une référence pour moi sur la thématique de la rupture amoureuse. En 2005 paraît La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel, que j'ai lu l'année dernière, en 2024, et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est un livre court, simple, un petit peu comme une fable, mais puissant, extrêmement bien écrit, pesé. J'ai eu pas mal de retours d'autres lectrices et lecteurs qui ont eux aussi été particulièrement bouleversés par ce roman. Et donc voilà, je pense qu'il a clairement sa place dans ce palmarès. Ensuite, 2006 et la publication de la traduction du roman américain de Charles Frazier, Cold Mountain. C'est une épopée en pleine guerre de sécession, une grande histoire d'amour aussi qui pousse à un énorme courage, où on peut se poser la question de ce qui est de l'ordre du courage, et puis qu'est-ce qu'on peut réellement appeler comme quelque chose de lâche, une réflexion sur la lâcheté aussi. Tout ça dans des paysages grandioses. Bref, un roman historique impressionnant et qui fut adapté au cinéma avec succès. En 2007, en France, est publié La Horde du contrevent d'Alain Damasio, seul roman de science-fiction qui, moi, personnellement, m'a conquise. Je sais que j'en déçois certains en disant ça. Et ce roman est un futur grand classique, ça j'en suis absolument convaincue, de par l'originalité, la maîtrise du verbe, le monde aussi qui est créé, la structure, enfin tout, c'est absolument incroyable. Et c'est donc un livre à lire absolument. En 2009, David Fuenquinos sort l'un de ses plus célèbres romans, La délicatesse. Alors, j'ai hésité parmi ces romans lequel je voulais présenter. Donc, j'ai choisi La délicatesse, mais honnêtement, c'était pas évident, tellement je trouve qu'il a écrit de nombreux romans qui auraient sa place ici.
Fenkinos peut être considéré comme un auteur dit des masses, dans le sens que même s'il est édité chez Gallimard, ses romans sont vraiment à chaque fois des gros best-sellers. Moi en tout cas, j'adore. J'aime beaucoup son ton, qui est humoristique mais aussi très fin. J'aime aussi ses remarques, toujours d'une grande perceptibilité. Il sait verbaliser, il sait mettre les mots sur des choses du quotidien, sur des ressentis, avec énormément de justesse. Et puis il y a ces petites notes de bas de page classiques, tellement savoureuses. Bref, un incontournable. La même année, en 2009, un autre roman est publié en France, c'est Le Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassia. Le roman mêle histoire avec un grand H à des histoires, même au pluriel. C'est très humain et ça se dévore. Franchement, ça a été une claque pour moi. Après cette lecture, j'ai lu tout ce que j'ai pu de cet auteur. J'ai rarement été déçue. Et à chaque fois que j'offre ce roman, Le Club des incorrigibles optimistes, il ne déçoit jamais. J'ai toujours des retours extrêmement positifs. Donc voilà, il devait apparaître ici aussi. Une autrice que j'estime beaucoup et que je n'ai pour l'instant pas évoquée sur ma chaîne, c'est la féministe, la rock'n'roll Virginie Despentes. Avec son essai King Kong Theory, qui est sorti bien avant MeToo, elle donnait le ton, elle donnait le sens. Son roman Apocalypse Bébé, paru en 2010, est un roadbook, sorte de polar lesbien, satire sociale, bref, un joyeux bordel, mais qui est très maîtrisé, très vif et qui m'avait totalement séduite. En 2011 est sorti le roman Rien ne s'oppose à la nuit de l'excellente écrivaine Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, dont je savoure à chaque fois la plume, la sensibilité, même les valeurs. Ce roman est un portrait de sa mère qui était bipolaire, mais c'est aussi une autobiographie sur une enfant qui va devenir, Delphine de Vigan, qui va devenir écrivaine. C'est absolument bouleversant, mais de toute façon, je conseille absolument de tout lire de Delphine de Vigan. Je voulais faire apparaître un thriller dans cette sélection et j'ai choisi Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Il est paru en 2011 et c'est un livre qui m'avait tellement captivée que je n'avais pas pu le lâcher et encore aujourd'hui j'y repense et je suis tout autant bluffée par cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui souffre d'amnésie et elle se réveille chaque matin avec absolument aucun souvenir des dernières années qui se sont écoulées. Mais toutefois, elle tient un carnet où elle écrit tous les jours pour que comme ça, quand elle se réveille le matin, elle puisse reprendre le fil sans trop de difficultés. Sauf que son carnet lui révèle qu'elle doit se méfier, qu'elle serait en danger, mais de quoi ? On est pris en haleine jusqu'à la toute dernière ligne. Incroyable. En 2013 sort un livre absolument marquant de la prix Nobel, elle aussi biélorusse, Svetlana Alexievitch, c'est La fin de l'homme rouge. Je n'ai pas lu son autre grand essai, La supplication, mais ce n'est pas évident de lire Svetlana Alexievitch parce qu'elle relate vraiment des faits atroces et réel, ce qui rend la lecture non pas pénible mais difficile. C'est toujours centré sur la Russie, l'URSS, l'Union soviétique et l'autrice propose des portraits de personnes qui ont des témoignages à transmettre et qui nous en apprennent beaucoup sur leur peuple, sur leur histoire. C'est grâce à des interviews en fait qu'elle a menées de façon très sérieuse, sociologique même, qu'on a ces témoignages très riches et qui donnent aussi froid dans le dos. Donc il faut s'accrocher, mais c'est absolument brillant et nécessaire. En 2015, il y a un roman mythologique qui a rencontré un immense succès, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller.
L'autrice revisite la guerre de Troie, mais aux côtés de Patrocle et de son histoire d'amour d'une force incroyable et tragique qu'il partage avec Achille. C'est un roman qui m'a complètement bouleversée, que je sais que je relirai, parce que compte tenu de l'émotion que ça a suscité en moi, je sais que je le relirai, c'est certain. Depuis, Madeline Miller a aussi publié Circé, qui a connu un bon succès également. Et là, beaucoup de gens, dont moi, attendons la sortie de son prochain roman, mais comme elle fait toujours des recherches poussées, elle peut mettre jusqu'à 10 ans avant de publier un livre, donc il va falloir s'armer de patience. Qui n'a pas été touché par le magnifique Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, sorti en 2017? Je vous en ai déjà beaucoup parlé l'année dernière. C'est un livre qui m'a lui aussi bouleversée. Encore une histoire d'amour, mais alors qui n'a rien à voir avec les romances habituelles et qui est en fait tout simplement un chef-d'œuvre à mes yeux. L'Irlandaise Maggie O'Farrell publie en 2018 une autobiographie très atypique qui s'appelle I Am, I Am, I Am. Dans ce livre, elle écrit sur les 17 fois où elle a failli y passer, où elle a failli mourir. J'ai parlé de ce livre très récemment dans une vidéo. C'est un livre très accessible, il se lit vraiment facilement, mais il frappe par son originalité et je sais qu'il a conquis beaucoup de lectrices et de lecteurs. Et c'est vrai que moi aussi, je fais partie des personnes qui ont été touchées par cet ovni littéraire qui ne laisse pas indifférent. Et un Irlandais encore, j'aime l'Irlande, Sebastian Barry avec son livre Des jours sans fin, paru en 2018, il me semble, oui, en France. J'avais été vraiment emportée par cette aventure américaine où on suit un Irlandais qui va être mêlé à la guerre de sécession, qui va vivre une grande histoire d'amour avec un homme, qui va se travestir, qui va arpenter les États-Unis avec son compagnon et leur fille adoptive amérindienne. C'était assez original et vraiment très prenant. Et c'est un roman qui a bien fait connaître l'auteur en France. Donc voilà, je voulais aussi qu'il apparaisse dans cette liste. En 2018, Philippe Lançon revient sur son expérience traumatisante autant pour l'esprit que pour le corps, lors et suite aux attentats de Charlie Hebdo. Son œuvre s'appelle Le Lambeau. De façon littéraire, c'est un bijou. Il est extrêmement, extrêmement bien écrit. Mais au-delà de ça, c'est une autobiographie tout à fait déroutante et forte et touchante et assez crue. C'est un roman qui aura marqué les Français, qui est impressionnant et que j'ai trouvé finalement juste admirable. Absolument rien à voir. Mais la même année, l'américaine Maureen Johnson publie son premier roman de sa série, de sa trilogie Truly Devious. Et cela peut paraître anecdotique puisque c'est de la littérature young adult. C'est qu'en plus ces romans n'ont pas été traduits en français. Mais je souhaitais toutefois mentionner au moins une de ses œuvres, car Maureen Johnson réussit avec brio, à écrire pour les jeunes, les jeunes adultes, les adultes, des atmosphères absolument fascinantes, des enquêtes palpitantes et avec toujours une psychologie très très fine. Ce que la grande majorité des autrices et auteurs de ce genre de littérature n'atteignent pas en termes de qualité, selon moi en tout cas. Donc voilà, je trouve que j'ai toujours un plaisir immense à lire ces livres, et notamment la trilogie Truly Devious m'a vraiment marquée. Donc pareil, je la fais apparaître dans mon palmarès. Toujours en restant dans un style plus grand public, en polar adulte cette fois, je ne pouvais pas ne pas mentionner le roman de Morgane Audic, De bonnes raisons pour mourir, qui a été publié en 2019.
Le cadre est vraiment intéressant, c'est Tchernobyl de nos jours. L'enquête est très prenante. Il y a une richesse dans l'intrigue, dans les intrigues, les personnages aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment en tout cas mon policier préféré de ce début de siècle. En 2019, toujours, Marie-Ève Thuot publie La trajectoire des confettis. Elle ose dans ce roman s'attaquer faire face à des tabous comme la sexualité. Et en fait, elle aborde la thématique, les questionnements autour de l'amour, le sexe et la procréation. Elle en fait un texte quasi exhaustif et sociologique autour de ces questions. Et je trouve ça en fait primordial et c'est pour ça que finalement j'avais été complètement emballée par son roman, qui est très bien écrit en plus, et ouais, ça m'avait complètement conquise. Sinon, il y a un roman qui est sorti en 2020, qui est passé quasiment inaperçu en France, mais que j'ai énormément aimé, dont j'ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. C'est Se cacher pour l'hiver de Sarah Saint-Vincent. L'autrice américaine fait preuve d'une justesse psychologique absolument incroyable, impressionnante. C'est sensible, c'est extrêmement bien construit, c'est beau, et tout ça en ayant aussi une certaine noirceur quand même. Pour moi, c'est un roman majeur, assez universel, mais voilà, encore une fois, je suis très déçue qu'il soit passé aussi inaperçu ici, parce que, oui, pour moi, c'est un livre majeur, et je trouve que c'est important de le mettre en valeur. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais le Roitelet du Québécois Jean-François Beauchemin, publié en 2021, n'a pas été une révélation uniquement pour moi. Il a touché beaucoup de gens et a fait connaître cet auteur qui d'ailleurs pour moi est un grand auteur. Et d'ailleurs ce livre qui peut paraître anecdotique, ce grand petit livre comme on pourrait dire, parle en fait donc de l'amour fraternel malgré la maladie mentale, mais au-delà de ça, c'est un livre qui à mon sens illumine la littérature par son style d'une sensibilité détonnante et par une profondeur d'âme aussi subtile et marquante. Également un coup de cœur pour moi, et pas que pour moi, Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rochon-Bory, paru en 2021 aussi. Ce roman est d'une noirceur assez effroyable, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est tout autant lumineux. Le personnage principal à la vie, au destin tragique, est vraiment particulièrement marquant, et la plume est très originale, très maîtrisée, adaptée d'ailleurs au narrateur du récit. Finalement, voilà, l'auteur signe un roman qui est digne d'apparaître dans tous les palmarès, je pense, des 25 livres marquant le premier quart du XXIe siècle. Je voulais mentionner aussi Frédéric Perrault et son roman Cette nuit qui m'a donné le jour, paru en 2022, qui dépeint là aussi une histoire d'amour homosexuelle, entre autres, bouleversante là encore. Décidément, ce sont ce genre de livres, quand c'est vraiment très bien réalisé, qui me touche profondément. C'est émouvant, donc c'est humain, c'est original, c'est touchant, ça ne tombe jamais dans une facilité mélodramatique. Donc voilà, un livre de toute façon que j'ai déjà conseillé, il me semble, dans une vidéo, et que j'ai envie de remettre en valeur dans cette liste. Sinon, sorti l'année dernière, en 2024, donc, La promesse du large d'Arnaud de Lagrange est un roman qui m'a absolument bluffé par son intelligence, sa finesse et sa beauté. C'est un roman sur la perte, la quête des origines, sur l'amour aussi, et puis surtout sur la mer. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, dont celle des bilans de mes coups du bilan de mes coups de cœur 2024. C'est vraiment un livre magnifique que j'ai adoré. Et pour finir,
Oui, on arrive au bout de cette liste de 25 livres. J'ai pas mis de numéro de livres, mais je vous assure, il y en avait bien 25. Donc pour finir, un roman américain paru à la fin de l'année 2024, donc tout récemment, c'est Bien-être de Nathan Hale. C'est vraiment un grand roman qui part un peu dans tous les sens, mais qui ne se perd jamais. Il aborde des sujets très actuels, notamment à propos des relations amoureuses, en tout cas de couple, la quête du bien-être, donc du bonheur aussi, et une réflexion avec une quasi-exhaustivité, en tout cas une quête d'exhaustivité pour voilà, prendre à corps des sujets qui sont très importants dans notre société, des choses qui nous touchent particulièrement, qui importent aux individus actuellement. L'auteur a dû faire énormément de recherches, c'est vraiment très intéressant et c'est écrit avec intelligence, j'ai trouvé. La fin m'est apparue vraiment digne des livres qui transmettent les plus grandes sagesses. J'ai trouvé vraiment que la fin, j'ai noté quelques phrases que je pourrais vous lire d'ailleurs, mais je ne les ai pas avec moi, notées avec moi. Vraiment très très juste, très intéressant. Et je clôt donc cette sélection avec ce livre que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Voilà pour ma sélection de livres qui auront marqué mon premier quart du XXIe siècle. Bien sûr, ce palmarès se base uniquement sur mes lectures propres et j'ai encore tellement de livres à découvrir et c'est d'ailleurs avec grand enthousiasme que je continue de découvrir des romans de littérature contemporaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous invite à, pourquoi pas, partager votre propre palmarès si vous en avez envie en commentaire. Vous pourrez ainsi donner des idées, hein, d'excellentes lectures, donc ça ne se refuse jamais, donc surtout n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour mon bilan de lecture du mois de juin 2025. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude et je vous dis à bientôt.